Dimanche 23 avril 2023, chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, deux Da'al ont été abattus par les gendarmes à Mbatoumanouine Anzouzourbe hier. Les habitants d'Anzouzourbe se plaignent de l'insécurité qui règne actuellement dans cette zone. À part ces deux hommes, 7 autres ont pu s'échapper et sont recherchés en ce moment. De nombreux équipements utilisés par les criminels, tels que des fusils, des haches et des couteaux ont été retrouvés par les gendarmes après l'affrontement. Les détails avec Sech Hadji Anassi. Ces deux Da'al, impliqués dans des affaires de vol de bétail, de cambriolage et de barrage routier, d'extorsion et d'enlèvement dans le district d'Anzouzourbe, sont déjà recherchés depuis longtemps et ce n'est que hier qu'ils ont été abattus par des gendarmes après un affrontement entre les deux parties. La nuit du 12 avril dernier, ces Da'al, avec leurs complices, ont barré la route et ont cambriolé une famille à Njankeil, Fukuntan, Mbatoumanouine. Ils ont également cambriolé une autre maison à Miakadaz, Fukuntan, Mbouimen. Ces deux actes ont eu lieu dans la commune rurale d'Mbatoumanouine. Et après avoir établi une stratégie à mettre en œuvre pour la poursuite et pour piéger ces criminels, un affrontement entre les gendarmes du commissariat régional d'Mbatoumanouine, du poste régional de Berounoun et les Da'al a eu lieu hier tôt le matin dans un endroit dénommé Martingal dans le Fouktan d'Mbatounoussi, commune rurale d'Mbatoumanouine, district d'Anzouzourbe. À la suite de cet affrontement, ces deux criminels ont été abattus par les gendarmes, tandis que 7 de leurs complices sont toujours recherchés. De nombreux équipements utilisés par les criminels, tels que des fusils, des haches et des couteaux ont été retrouvés par les gendarmes. La poursuite des fugitifs est toujours en cours en ce moment. Après son déplacement à Antsiran, le ministre de la Justice, Ranji Amanate Nassoulandi Boulatine, s'est rendu hier à la prison d'Antanmour pour une visite inopinée. Selon les documents, il aurait dû y avoir 4600 prisonniers à Antanmour et le ministre a vérifié le nombre des détenus qui s'y trouvaient effectivement. Les prisonniers sont ainsi passés devant elle, un à un, répondant aux questions posées à chacun d'eux, notamment le motif de leur incarcération, la durée de leur emprisonnement. À cet effet, le ministre a trouvé des faits et a donné des instructions claires au directeur de la prison d'Antanmour. Cette approche appuiera la stratégie d'amélioration de la justice et de la gestion des prisons à Madagascar, la lutte contre la corruption et la restauration de la confiance du peuple dans l'administration des affaires publiques, surtout concernant la justice. Le Code du travail de 2014 est actuellement en vigueur dans notre pays. Il ne correspond plus aux attentes de ce secteur actuellement. Ainsi, un atelier a eu lieu cette semaine afin de collecter les propositions de tous les acteurs dans le domaine du travail, notamment les ministères concernés, le ministère du Travail, de la fonction publique et des lois sociales, les associations de travailleurs et d'employeurs durant le Conseil national du travail ou le CNT qui s'est achevé jeudi dernier. La modification du congé de paternité pour les travailleurs du secteur privé fait partie des idées proposées par les associations des employeurs et des travailleurs et le ministère du Travail lors de l'atelier du Conseil national du travail ou CNT qui s'est tenu pendant 3 jours de mardi à jeudi. Le Code du travail, qui a été révisé pour la dernière fois il y a 20 ans, doit être mis à jour selon les explications de Ancharazakabon, directeur général du travail et des lois sociales. Après la finalisation de ces recommandations et de ces améliorations à apporter sur le Code du travail, la proposition finale sera soumise au gouvernement selon les informations. En éducation, les enseignants se plaignent actuellement que leurs valeurs, de même que leurs droits en tant que fonctionnaires, ne sont pas respectés, notamment en ce qui concerne les avantages dont ils devraient bénéficier comme tous les fonctionnaires, afin de protéger les intérêts de l'éducation et les intérêts des enseignants. Ils se sont donc regroupés dans un syndicat dénommé Syndicat des enseignants pour la solidarité à Madagascar, qui a été créé officiellement jeudi dernier.
Et en ce qui concerne les actualités sportives, santé, bien-être et paix à travers le sport, c'est le thème choisi pour célébrer la Journée mondiale du sport au service du développement et de la paix. Pour Madagascar, la célébration a eu lieu aujourd'hui, un événement organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'Organisation mondiale de la santé ou OMS en collaboration avec la commune urbaine d'Antananarivo et le comité olympique malagasy. De nombreuses organisations, dont des ministères, des entreprises, des associations sportives, des fédérations et des clubs sont venus aujourd'hui devant le parvis d'Analakeli pour participer aux activités organisées par le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la Journée mondiale du sport au service du développement et de la paix. Il a été mis en évidence à travers les prises de parole que la pratique régulière d'une activité physique est bonne pour la santé. Cela a été confirmé par le représentant de l'OMS à Madagascar. La raison d'une telle sensibilisation, a déclaré le directeur général des sports au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports, est le fait que de nombreuses personnes sont devenues vulnérables actuellement. Cela peut être dû au manque d'exercice ou à une alimentation déséquilibrée. Cet événement a été marqué par une course autour de l'avenue de l'Indépendance, ainsi qu'une séance de Zumba et de danse. Tout ça dans le but d'inciter les gens à faire du sport, et l'événement se poursuivra, mais sous une autre forme, a indiqué le directeur général des sports au sein du ministère de la Jeunesse et des Sports. Ensuite, de nombreuses personnes commencent à s'intéresser au tennis de table, notamment dans la capitale. C'est une discipline que tout le monde peut pratiquer et la journée mondiale du tennis de table a été célébrée hier au parc Analamainti. À cet effet, l'association Ping pour tous a octroyé des cours gratuits à ceux qui sont venus à Analamainti. C'est Tcharadjianas et Bras Delilsan. Le ping-pong est un sport que tout le monde peut pratiquer. Les enfants, les jeunes, les adultes, les personnes handicapées et malades mentales peuvent y jouer selon les explications. De plus, il est constaté récemment que le nombre de ceux qui s'intéressent à cette discipline est en hausse, notamment les enfants et les jeunes de moins de 25 ans. Le tennis de table est aussi un sport complet. Le fait de jouer au ping-pong peut diminuer le stress au quotidien, a déclaré Malala Rativaïne, responsable auprès du Ping pour tous. La journée mondiale du tennis de table a été célébrée hier et nous l'avons célébrée également au parc Analamainti. L'association Ping pour tous a octroyé des cours d'initiation gratuits pour tous qui y sont venus. Et selon le bilan hebdomadaire publié par le ministère de la Santé publique aujourd'hui, 30 nouveaux cas ont été confirmés positifs au coronavirus sur 358 tests effectués durant la semaine du 15 au 21 avril 2023. Ces 30 cas sont enregistrés dans 9 régions, notamment 16 à Nalamangue, un cas respectivement dans les régions Alautchamangour, Itas, Bouén et 3 cas respectivement dans les régions Andjoui, Diana, Matiachambung, Yourbe et Vakna-Karach. Aucun décès lié au Covid-19 n'a été recensé cette semaine et le nombre de cas actifs dans tout Madagascar est donc de 34 actuellement. Et en ce qui concerne maintenant les actualités internationales, une attaque contre un aéroport et un camp militaire dans le centre du Mali a provoqué la mort de 10 civils samedi, selon le gouvernement qui affirme avoir neutralisé plusieurs dizaines de terroristes. Le même jour, 3 soldats sont morts alors que leur hélicoptère s'est écrasé dans un quartier résidentiel de la capitale Bamako. France 24. Sévaré pense ses plaies. Tôt samedi matin, plusieurs explosions retentissent dans la ville, provoquant l'effondrement de bâtiments, suivis de tirs à l'arme automatique. Après la prière, aux environs de 5h30, 5h40, nous avons entendu des bruits. On croyait au départ que le drame s'était produit chez nous. Certains, qui pensaient qu'il s'agissait de l'écroulement d'une maison, sont venus nous demander de l'aide. L'attaque a duré plus de 2 heures.
Selon Bamako, 28 djihadistes ont été neutralisés. Leur cible, l'aéroport et un camp de l'armée malienne, tous deux situés près de celui des casques bleus. Les militaires de la MINUSMA sont, semble-t-il, intervenus pour repousser l'attaque. Sous couvert d'anonymat, des sources diplomatiques et locales affirment que le camp de l'armée malienne abrite en fait des troupes et des avions russes. L'an dernier, la junte militaire au pouvoir à Bamako a commencé à travailler avec ceux qu'elle nomme des instructeurs russes. Selon les observateurs internationaux, il s'agit de mercenaires du groupe paramilitaire Wagner, dont les exactions ont été dénoncées plusieurs fois par l'ONU. Ensuite, la France a ordonné dimanche une opération d'évacuation rapide de ses ressortissants et de son personnel diplomatique du Soudan, où les combats meurtriers entre l'armée régulière et les paramilitaires font rage depuis plus d'une semaine, emboîtant le pas aux États-Unis, qui ont rapatrié plus tôt le staff de leur ambassade à Khartoum. France 24. Fuir les combats à tout prix et quitter le pays. Sur ces images, environ 150 personnes, dont des diplomates et officiels saoudiens, quittaient le Soudan par bateau vendredi soir en direction de Djeddah. Les évacuations ont commencé alors que les combats continuent à Khartoum, après une tentative de cessez-le-feu pour la fête de l'Aïd. Joe Biden a annoncé ce dimanche l'évacuation du personnel de l'ambassade américaine à Khartoum. Dans un communiqué, il a particulièrement remercié Djibouti, l'Éthiopie et l'Arabie saoudite pour leur soutien dans l'opération. De leur côté, les forces de soutien rapide qui se battent contre l'armée soudanaise se sont félicitées d'avoir coordonné cette évacuation du personnel américain. La situation sur le terrain est très instable et les civils soudanais tentent de fuir le pays sans être assurés d'y arriver. Les tickets à la station de bus sont trop chers. Je suis arrivé de Abri dans la matinée, j'ai dû payer 7000 livres soudanaises. Mais pour repartir, je dois débourser 25 000 livres, l'équivalent de 40 €. C'est hallucinant. Même une bouteille d'eau coûte 500 livres. Les conditions de vie ici sont très difficiles. Alors que les combats ont déjà fait des centaines de victimes et des milliers de blessés, l'armée régulière de Al-Bourhan et les paramilitaires de Dagalo rejettent pour le moment toute possibilité de négociation, malgré les nombreux appels de la communauté internationale. Et le président brésilien Lula da Silva a entamé samedi une visite au Portugal pour renouer avec l'ancienne puissance coloniale et rompre l'isolement des années Bolsonaro. Il a néanmoins réaffirmé son refus de participer au conflit en Ukraine et appelé à une solution négociée entre Kiev et Moscou, marquant une nette différence d'approche avec la position occidentale. Les détails avec France 24. Honneur militaire pour le président brésilien, accueilli à Lisbonne par son homologue portugais. Pour son premier voyage en Europe depuis son retour au pouvoir en janvier, Lula a choisi de rendre visite à l'ancien colonisateur. L'occasion pour les deux pays lusophones de renouer des liens abîmés après 4 ans de présidence Bolsonaro au Brésil. Il est temps maintenant de penser au futur, d'élargir nos horizons. Voilà la signification principale de votre visite ici aujourd'hui. Lula, lui, cherche à remettre le Brésil au centre de la géopolitique mondiale. Mais le dirigeant brésilien arrive au Portugal après avoir suscité une polémique au sujet de la guerre en Ukraine. Lors d'un récent voyage à Pékin, il a déclaré que les États-Unis devaient cesser d'encourager la guerre et que l'Union européenne devait commencer à parler de paix. Des propos qu'il tente depuis de modérer en essayant de jouer les équilibristes. Je ne veux faire plaisir à personne, je veux juste trouver une manière d'amener les deux parties à la table des négociations. Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. La Russie n'aurait jamais dû envahir, mais elle a envahi. Le président portugais a quant à lui rappelé que la négociation suppose d'abord le droit pour l'Ukraine de pouvoir réagir à l'invasion. Des divergences de point de vue qui n'ont pas empêché les deux dirigeants de signer des accords bilatéraux dans les domaines de l'énergie, de l'éducation ou encore du tourisme. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme et dans quelques instants, vous allez suivre le film End of Road. Quant à moi, je vous donne rendez-vous une autre fois pour de nouvelles actualités. Au revoir.